Je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Donc, je suis Marie-Christine Vergia, je suis vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme au niveau national. Donc, certains d'entre vous me connaissent peut-être parce que j'ai été députée européenne de 2009 à 2019 dans la circonscription du Sud-Est et donc notamment de Toulon. Et j'ai fait, certains d'entre vous me l'ont rappelé tout à l'heure, une conférence il y a 4 ans, 5 ans à la faculté de Toulon. Donc je vais essayer de ne pas répéter les mêmes choses, mais il y a quand même des choses qui ont évolué. Et je me connais, je vais pas trop faire de répétition. Donc je suis là pour vous présenter ce petit livre, vous donner envie de le lire, de l'acheter. Donc c'est les États généraux des migrations qui ont été créés en 2017, au moment de l'arrivée au pouvoir d'un certain Emmanuel Macron, à un moment où les organisations qui travaillaient sur ces questions pensaient qu'il y avait quelques espoirs de le voir faire changer les politiques en matière de droits des étrangers. On a assez rapidement déchanté, puisque ça a donné la loi Collomb, et que la loi Collomb a créé un nouveau tour de vis sur les droits des étrangers, remplissant comme d'habitude un certain nombre de trous qu'avait saisi la jurisprudence pour régulariser un certain nombre de situations ou permettre la régularisation d'un certain nombre de situations. Donc j'ai fait partie avec quelques autres du comité de rédaction, parce que je ne suis pas l'autrice. L'autrice c'est Sophie-Anne Bizio, qui est une jeune chercheuse qui travaille actuellement à Mig'Europe, organisation que vous connaissez peut-être. Mais j'ai fait partie du comité de rédaction qui a accompagné Sophie-Anne et qui a relu l'ouvrage, y compris pour que nous nous mettions tous et toutes d'accord, parce que quand on fait partie d'un collectif dans lequel il y a des associations nationales et des organisations locales, quelquefois les jointures sont un peu compliquées. Donc ce petit bouquin, maintenant je vais mettre mes lunettes, ce petit bouquin, il est basé sur le principe que, ça a d'ailleurs été dit en partie, que sur les questions migratoires, il y a beaucoup d'idées fausses, il y a beaucoup de fantasmes sur lesquels se construisent les peurs, et y compris d'ailleurs, alors à droite et surtout dans les extrêmes droites, mais y compris aussi à gauche, et des idées fausses qui sont quelquefois dans les deux sens, mais qui en tout état de cause sont contre-productives par rapport à la réalité migratoire. Donc l'idée c'est qu'il y a 60 idées fausses, 60 questions que tout un chacun peut se poser, ou que l'on entend poser, et sur lesquelles on n'a pas toujours tous les arguments nécessaires pour répondre, y compris de façon... l'idée c'est pas de cogner, de se disputer avec tout le monde, c'est d'avoir les arguments et pour répondre, y compris avec des gens qui, en toute bonne foi, colportent un certain nombre de choses. Vous savez y compris sur la question du grand remplacement, de l'invasion, y compris des bons, alors peut-être pas en utilisant ces termes, mais qu'il y a trop de migrants en tout cas. C'est assez répandu dans la population sans qu'il y ait forcément des connotations négatives. Donc ces 60 questions, 60 idées, elles ont été regroupées en gros autour de 5 chapitres. Un chapitre qui est sur les définitions en général. Donc c'est quoi un migrant? Je vais y revenir. Deuxième chapitre sur la question de l'invasion. Est-ce que c'est vrai que les migrants sont toujours le nombre de migrants est toujours en augmentation? Est-ce que les frontières de l'Union européenne sont des passoires? Et est-ce que la France est trop accueillante, par exemple? Si vous faites du droit des étrangers, vous savez ce qu'il en est. Là, sur la troisième partie, sur la question de la menace. La quatrième partie, c'est peut-être celle d'ailleurs sur laquelle il y a des gens de tous bords qui peuvent dire la solution, c'est peut-être que chacun reste chez soi. Ce qui veut dire aussi, si on aidait ces pays à se développer, peut-être qu'ils ne viendraient plus chez nous. C'est très répandu comme idée, ça, sans savoir que, en général, mais j'aurai l'occasion d'y revenir aussi, plus un pays se développe et plus le nombre de migrants augmente. Mais ça faut-il l'expliquer. Et puis, on aurait en France un accueil inconditionnel,
Hein, et donc, il suffit d'arriver sur le territoire pour être régularisé, avoir droit aux aides sociales, piquer dans les caisses de la sécurité sociale, j'en passe et des meilleurs. Vous constaterez que j'aime bien faire de la provocation. Donc, commençons par le commencement. Et donc, je ne vais pas vous lire tout le bouquin, je ne vais pas vous développer les 60 idées fausses, parce que d'abord, ça serait minuit et vous seriez tous endormis. Mais je vais en piocher quelques-unes et je vais surtout, à partir de ces réponses-là, vous dresser un peu un paysage sur ce qu'est la réalité migratoire en France, et voire dans le monde d'ailleurs, sur certains sujets. Et quelle est la part des fantasmes. Je ne vais pas parler très longtemps, moi je vais essayer, ma voisine me donnera un coup de coude quand j'aurai parlé trop longtemps. Et l'idée aussi, c'est de répondre à vos questions, parce que je crois que c'est plus, enfin pour moi, c'est plus agréable, plutôt que de vous imposer un discours, de répondre aux questions que vous pouvez vous poser. Donc on commence par le commencement. C'est d'ailleurs comme ça que commence le livre. C'est quoi un migrant ? Et je suis sûre que sans a priori, si vous imaginez ce qu'est un migrant, vous imaginez un homme jeune, pas très diplômé, et de préférence de couleur, on va dire. Parce que c'est bien connu, les migrants sont d'abord des Africains qui viennent nous envahir. La réalité n'est pas tout à fait celle-là. Et il faut commencer par essayer de définir chacun des termes. Parce qu'on nous parle des migrants économiques, des réfugiés, des demandeurs d'asile, des expatriés, il ne faut pas les oublier, ceux-là. Et on ne prend jamais la peine de définir. Et dans les associations qui travaillent sur ce sujet, de plus en plus, on préfère utiliser le terme exilé plutôt que le terme migrant, parce que le terme migrant est tellement lourd de sens qu'il vaut mieux parler des exilés. On a préféré finalement, et c'est ce qui est fait dans ce bouquin, parler des exilés, parce que les exilés, c'est ceux qui subissent l'émigration. Et que la première grande distinction à faire, c'est la distinction entre les migrations volontaires, celles que vous pouvez constater autour de vous, notamment chez les jeunes, qui vont travailler, qui en Grande-Bretagne, qui aux États-Unis, qui au Canada, qui en Chine, au Japon, s'installent, voire restent de très nombreuses années, ne reviennent pas toujours d'ailleurs, et qui sont des migrants. Mais c'est bizarre, quand ils sont européens, occidentaux en général, c'est pas des migrants. Bah si, on les appelle expatriés, mais c'est quand même des migrants. Et quand on regarde les chiffres de l'ensemble des migrants à travers le monde, on peut constater que ceux qui migrent le plus au prorata de la population du continent, c'est les Européens. 60 millions de migrants européens sur un continent de 700 millions, pour 36 millions de migrants africains, Afrique tout confondu, si je puis dire, Maghreb, Égypte, Afrique subsaharienne, pour un continent de 1,2 milliard. Ça veut dire, en gros, qu'il y a 1% des Africains qui quittent le continent européen. Oui, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que quel que soit le continent sur lequel on vit, l'essentiel des migrations, elle se fait à l'intérieur du continent. Ça c'est pareil, on ne nous le dit pas. Et autre élément, les migrations, on a aussi l'impression que toutes les migrations viennent du sud et vont vers le nord. On ne voit pas qu'il y a des migrations nord-nord, on ne voit pas qu'il y a des migrations nord-sud, mais en toute franchise, elles ne sont pas très très importantes, même si elles augmentent, notamment avec une nouvelle catégorie de migrants qu'on appelle les migrants du soleil. Je pense que vous voyez qui sont ceux qu'on appelle les migrants du soleil, c'est-à-dire ceux qui vont prendre une retraite heureuse dans un pays du Sud où la vie est moins chère et le soleil est plus souvent là. Et ça y est, je fais des digressions et je me perds. Le plus, c'est sud-nord. Voilà, merci. La réalité, c'est que là où les migrations sont de plus en plus importantes, c'est sud-sud, y compris dans les situations de guerre, parce que, et l'Ukraine est en train de nous le démontrer d'ailleurs, quand on quitte un pays
notamment parce qu'il est en guerre. On se déplace d'abord à l'intérieur du pays, c'est ce qu'on appelle l'émigration interne, puis dans les zones les plus proches, c'est ce qui s'est passé avec la Syrie, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec l'Ukraine. Et très peu partent loin. En France, il semble que nous ayons à peu près 70 000 Ukrainiens. Alors, te dire 70 000, c'est relativement important comme chiffre, mais c'est quand même assez dérisoire par rapport aux 8,5 millions d'Ukrainiens qui ont quitté le territoire ukrainien. Ce qui est nouveau dans la crise ukrainienne, c'est la rapidité à laquelle se sont faits les départs. Si on compare l'Ukraine et la Syrie, qui sont plus ou moins des pays de même importance de population, même si ce n'est pas tout à fait vrai, sur la Syrie, ça a duré plusieurs mois, plusieurs années. Il y a très peu d'ailleurs de retours actuellement, sauf des retours forcés. Alors que les Ukrainiens, il y en a déjà qui sont en train de revenir, notamment dans la partie ouest du pays. Mais le nombre de personnes qui se sont déplacées à l'intérieur ou qui sont parties à l'extérieur en 2 mois et demi, est un chiffre assez élevé, puisque, sauf erreur de ma part, il y a eu 8,5 millions d'Ukrainiens, de personnes résidant en Ukraine, qui ont quitté le territoire ukrainien, et 6,5 millions non, c'est le contraire, pardon. 8,5 millions qui se sont déplacés à l'intérieur de l'Ukraine et 6,5 millions qui ont quitté l'Ukraine. Pourquoi j'insiste sur le venant d'Ukraine ? Parce qu'on est tous d'accord pour dire que les Ukrainiens sont accueillis de façon royale, et enfin encore que, mais bon, sont bien accueillis par rapport à la moyenne des étrangers qui arrivent sur le territoire français, du moins de ceux qui vivent des migrations contraintes. Mais c'est vrai pour les Ukrainiens. C'est pas vrai pour les non-Ukrainiens. Vous avez sans doute entendu parler ou vu la question de l'accueil des jeunes étudiants africains, parce qu'il y avait un certain nombre d'étudiants africains qui étaient en Biélorussie dans des conditions régulières, mais que l'on veut, et ça c'est y compris le texte de la fameuse directive protection temporaire, qui a été enfin déclenchée par l'Union européenne. Si vous le souhaitez, on y reviendra. Mais déjà dans la directive, la situation des Ukrainiens et des non-Ukrainiens n'est pas établie selon la même règle. La protection temporaire des Ukrainiens est automatique. La protection des non-Ukrainiens peut être octroyée par les États européens dans lesquels arrivent ces non-Ukrainiens, à condition qu'ils ne puissent pas repartir dans leur pays d'origine en toute sécurité. Donc ça ouvre la porte à des OQTF, obligation de quitter le territoire, et à des expulsions, ou à des personnes qui vivent dans des situations non régulières et donc qui vivent dans des situations de misère les trois quarts du temps. Donc, je reviens de quoi on parle. Le grand truc qu'on nous oppose en ce moment, c'est les bons réfugiés et les mauvais migrants économiques. Ça encore, c'est une classification un peu dépassée, enfin pas un peu dépassée, qui ne correspond pas à grand-chose des réalités, plus exactement, parce que vous avez peut-être vu, d'ailleurs aujourd'hui, le HCR a annoncé le chiffre des déplacés et des réfugiés actuels, une estimation des chiffres actuels qui intègrent les Ukrainiens, et ils ont annoncé le chiffre de 100 millions qui n'a jamais été atteint pour les personnes en déplacement. Quand le HCR parle de ces personnes, c'est toutes les personnes qui ont quitté leur domicile pour des raisons contraintes. Donc en interne, excusez-moi de faire du comique de répétition, en interne mais aussi au-delà des frontières. Et le chiffre qui augmente le plus, c'est le chiffre des personnes qu'on appelle les déplacés internes, c'est-à-dire les personnes qui se déplacent et qui restent dans le pays d'origine. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'en quelques années, le nombre global de ces réfugiés et déracinés est passé de 70 millions à 100 millions. Alors que le chiffre des migrations internationales, qui intègre d'ailleurs les réfugiés
qui sont à peu près 30 millions sur les 100 que je venais d'évoquer, les réfugiés sont intégrés dans ce chiffre de migration internationale. Donc, le chiffre de migration mondiale, lui, augmente, mais augmente relativement peu. Alors, dans les fantasmes que l'on aide à développer, c'est qu'on dit, en nombre absolu, le nombre de migrants augmente. Bah oui, c'est normal, la population de la planète, ça ne vous a pas échappé, augmente de façon assez considérable. Et on voudrait bien essayer de freiner un peu ça par rapport à l'avenir de l'humanité. Donc en gros, ça représente 3,7% de la population mondiale. Petite parenthèse, en 1900, alors que la globalisation, la mondialisation des moyens de communication était plus faible, et que ceux qui se déplaçaient étaient essentiellement des Européens, le nombre de migrants, la population des migrants, était de 5%. On dit qu'à l'époque, il y a 50 millions d'Européens qui ont quitté le continent européen pour aller s'installer ailleurs. Ils ont été s'installer ailleurs, notamment en Amérique du Nord, du Sud, en Australie, et ils ont mené une véritable politique de grand remplacement, si je puis dire. Donc, peut-être que certains ont peur de la vengeance des autochtones. Je ne crois pas d'ailleurs, mais bon, un peu d'humour de temps en temps sur ces questions lourdes de sens, c'est quelquefois du bien. Donc, à l'époque, ces 50 millions d'Européens, ils quittaient à la fois... Ça marche pas ? Change de micro. Ça marche ? Oui, oui. Ça craque moins ? C'est moins désagréable pour vous ? Bon, où en étais-je ? Ces 50 millions d'Européens qui ont été grand remplacés les populations des autres continents, ils fuyaient des raisons économiques. Je reviendrai sur la situation de la France qui par rapport à ça est un peu particulière d'ailleurs. Ils fuyaient des raisons politiques, des raisons religieuses, je dirais, un mélange des raisons politiques et religieuses, notamment les Juifs, c'était déjà le cas à l'époque, les Arméniens aussi. Et il y a eu un grand brassage de population. Pourquoi la France était dans une situation particulière ? Parce que la France, quelque part, elle est au bout du continent. Et que les populations, elles se sont surtout déplacées d'est en ouest. Et par ailleurs, à la fin du XIXe siècle, la France avait particulièrement besoin de main-d'œuvre, puisque l'industrie française a démarré un peu après, l'industrialisation de la France a démarré un peu après celle de la Grande-Bretagne, et la France était dans une situation démographique qui avait déjà commencé à être en décalage, je dirais, par rapport à ses voisins, et dans le décalage inverse de celui d'aujourd'hui d'ailleurs, mais c'est un autre sujet. Donc la France a eu besoin de main-d'œuvre. Et nombre de ressortissants des pays voisins, les Italiens, beaucoup, les Polonais qu'on a été chercher, aussi des Allemands et des Belges, ce que l'on sait moins, mais notamment quand vous regardez une carte des migrations fin du XXe siècle, il y avait énormément de Belges et d'Allemands qui travaillaient dans le nord-est du pays, et la France est le premier pays européen qui a eu un solde migratoire positif, alors que tous les autres voyaient leur population partir à l'extérieur du continent. Ce qui ne veut pas dire qu'en France, il n'y a pas eu des Français qui ont été s'installer ailleurs. Vous savez très bien que c'était le cas, mais dans une mesure beaucoup moindre que le reste. Donc on a une histoire particulière en la matière. Et je crois que c'est important de le souligner. Et on nous dit aujourd'hui que les migrants d'aujourd'hui, les exilés d'aujourd'hui, sont moins intégrables que les populations de l'époque. À l'époque, et jusqu'au milieu du XXe siècle, voire un peu après, on parlait des Ritales, on parlait des Portos, des Espingouins, des Polacs, y compris des gens qui ont subi des pogroms, pas très loin d'ici, notamment, ça y est, j'ai perdu, à Aigues-Mortes, à la fin du 19e, ou à Marseille. C'était contre les Italiens. On a repéré des affiches sur les cafés qui disaient « interdit aux chiens et aux Italiens ».
Hein, et on parlait des femmes de ces migrants. Ces femmes étaient très catholiques. Donc, dans la France de la fin du 19e et du début du 20e, pour une partie de la population, quand on était très catholique, c'était pas très bien vu. Hein. Et ces femmes, elles étaient tout le temps fourrées à l'église, c'est normal pour des catholiques protestantes, mais protestantes. Pratiquante. Bon, je vais essayer d'arrêter de me déstabiliser moi-même. Donc ces femmes catholiques pratiquantes, elles allaient souvent à la messe, et comme elles étaient catholiques pratiquantes, elles... Je suis à la fin du 19e, au début du 20e. Ok ? Donc ces femmes catholiques pratiquantes italiennes, polonaises, espagnoles, comme elles étaient catholiques pratiquantes, donc elles portaient le deuil. Et selon la proximité de la personne qui était morte, elles portaient le deuil plus ou moins longtemps. Et une femme qui perdait son mari, elle portait le deuil à vie. Donc on parlait de ces femmes en noir avec des foulards sur la tête qui étaient tout le temps fourrées à l'église. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, ça me rappelle des choses actuelles. Hein ? Donc je pense que la xénophobie, le racisme sont quelque part inhérents à toute culture. Pourquoi c'est inhérent à toute culture ? Parce que naturellement, ça ne devrait pas être comme ça, il y a quelques cultures qui ne sont pas comme ça, mais la majorité des cultures ont une nature, je dirais, à rejeter, la culture qui rejette la nature, c'est un peu osé, mais à rejeter l'étranger. L'étranger, c'est l'autre, c'est celui qui vient d'ailleurs. Et justement au XIXe siècle, et même encore dans les périodes plus récentes, on parlait de l'étranger. Quand une fille de la campagne épousait quelqu'un du village voisin, de l'autre côté des collines, on disait qu'elle avait épousé un étranger. Hein. Donc la culture de l'étranger, c'est quand même un truc... Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui ? Eh ben, il y a de nouveau que le fait... les moyens de communication ont changé. Et quand je parle des moyens de communication, je parle notamment il y a de la communication au sens classique du terme, mais les moyens de communication aussi au sens transport, qui permettent aux uns et aux autres de se déplacer d'un pays à l'autre assez facilement. Hein, je reviens à mes Européens qui quittaient le continent européen. Les compagnies ont fait des prix pour remplir leurs bateaux et permettent aux migrants, c'est pas une blague, hein, c'est de remplir leurs bateaux et de rentabiliser et de montrer en quoi ces nouveaux modes de transport étaient intéressants. Alors je ne fais pas le parallèle avec ce qui s'est passé aux frontières de la Pologne et le gouvernement biélorusse, avec les Syriens notamment, on pourra y revenir si vous le souhaitez. Donc ces moyens de communication et notamment de transport se sont ont profondément fait évoluer l'évolution des communications et les possibilités de mobilité humaine. Je vais vous donner un exemple. Vous allez me dire que je suis fatigante avec mes chiffres, mais vous n'êtes pas obligé de les retenir, c'est juste pour vous montrer des rapports et des espaces de taille. Il y a, en 1950, on estimait que le nombre de personnes qui voyageaient d'un pays à l'autre, alors c'est tout motif de voyage confondu, hein, des professionnels, des voyages religieux, des familiaux, étudiants, c'est tout motif, les gens qui bougent, et aujourd'hui touristiques, hein, c'était en 1950 25 millions de personnes. Aujourd'hui, c'est 1 milliard. Il y a 1 milliard de personnes qui aujourd'hui se déplacent d'un pays à l'autre, donc y compris pour des voyages d'affaires, hein, y compris plusieurs fois dans l'année. Et on estime que ce chiffre augmente chaque année de 50 millions. Donc on est sur des échelles de grandeur, donc quand on parle de ces questions-là, il faudrait quand même un tout petit peu rationaliser les choses, quoi. On voudrait que nous, qui nous déplaçons partout dans le monde, à peu près comme nous voulons, on bloque ceux qui viennent d'ailleurs. Parce que c'est quand même ça la question.
encore pas toujours tous, hein. Quand ils ont la bonne couleur de peau et la bonne religion, c'est moins problématique que quand ils n'ont pas la bonne couleur de peau et que quand ils n'ont pas la bonne religion. Et c'est malheureusement vrai pour l'extrême droite, mais pas que pour l'extrême droite. Hein, le gouvernement qui est actuellement au pouvoir et les gouvernements qui ont précédé avant 2017 ont malheureusement suivi les mêmes politiques et les ont durcies. Hein, au motif notamment, on n'est pas très loin de la frontière italienne, au motif notamment de lutte contre le terrorisme. Hein, on a bloqué la frontière franco-italienne au motif de lutte contre le terrorisme, et pour faire quoi? Pour faire des contrôles aux faciès. Donc on est dans un monde où on est complètement déconnecté des réalités. Parce que c'est ça qu'il faut arriver. Non, on n'est pas envahi. Non, le Sud n'est pas en train d'envahir le monde. La mobilité humaine se développe et concerne toutes les populations du monde. Et plutôt moins les pays du Sud que les pays du Nord. Parce que, enfin, dans le mouvement de population, parce que plus ça va, plus c'est les mobilités, je le disais tout à l'heure, plus c'est les mobilités sud-sud qui se développent. Et je suis sûre que certains d'entre vous sont en train de penser, mais quand il va y avoir les réfugiés climatiques? Alors d'abord, je déteste ce terme de réfugiés climatiques qui ne correspond strictement à rien. Et comme d'autres, je préfère parler de déplacés environnementaux. Ça permet d'élargir un petit peu l'échelle sur les raisons des modifications du climat et de l'environnement. Je pense par exemple à la construction de quelques grands barrages. Je pense aux dégâts de la déforestation. Je pense aux dégâts de la construction de mines, de l'extraction des ressources, etc., qui ravagent des pays entiers, qui provoquent y compris des guerres, qui provoquent des famines. Mais ces changements environnementaux, et notamment ceux qui sont dus au climat, ils ne vont pas toucher que l'Afrique subsaharienne. Hein. Ils vont toucher l'ensemble de la planète. Mais la différence entre les gens du Nord et les gens du Sud, c'est que les gens du Nord ont plus les moyens de résister que les gens du Sud. Mais les déplacements se feront quand même dans des cercles limités, si je puis dire. Et pourquoi? Parce que pour se déplacer d'un bout du monde à l'autre, hein, ou du fin fond de l'Afrique, excusez-moi, il n'y a rien de péjoratif, jusque vers l'Europe, il faut avoir les moyens, parce que quand on ne peut pas se déplacer de façon régulière, ça coûte encore beaucoup, beaucoup plus cher que quand on se déplace de façon régulière. Et puis il faut avoir la capacité de se projeter. Et en général, ce n'est pas les populations les plus vulnérables, les plus misérables, si vous me permettez ça, les plus pauvres, qui ont l'idée de partir s'installer à Paris ou à New York. Ils ont d'abord l'idée de pouvoir manger à leur faim et d'essayer de trouver un endroit où ils peuvent à nouveau nourrir leur famille. Donc on est sur une vision des choses qui ne correspond à aucune réalité. Et on n'accueille pas toute la misère du monde. Je vais rephraser un ancien Premier ministre dont certains se rappellent peut-être, qui avait dit on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, et à qui on a fait dire après qu'il n'avait pas seulement dit ça, il avait dit il doit elle doit y prendre sa part. Et moi je dis si seulement. Parce qu'à l'intérieur du continent européen, on n'est vraiment pas un modèle. Hein. Je vais donner un exemple, là encore. En 2015-2016, il y a eu la fameuse, soi-disant, crise migratoire. Dans le monde associatif, on préfère parler de la crise de l'accueil des réfugiés plutôt que d'une crise migratoire. 1 500 000 personnes ont franchi les frontières européennes, pour l'essentiel par la Méditerranée. Sur la seule année 2015, 850 000 personnes ont traversé la mer Égée, 150 000 sont venues vers l'Italie. Et je dis, heureusement qu'il y a eu l'Allemagne à ce moment-là. Je ne suis pas une fan de Madame Merkel. Hein, mais heureusement qu'il y a eu l'Allemagne. Et on dit, beaucoup de gens disent, ah oui, mais si l'Allemagne a fait ça, c'est parce qu'elle avait besoin de main-d'œuvre.
Si elle avait besoin de main-d'œuvre, il suffisait qu'elle fasse appel à de la main-d'œuvre. Elle le fait d'ailleurs, elle continue de le faire. C'est le deuxième pays du monde en termes de migration. Donc elle n'avait pas besoin de la crise syrienne pour avoir de la main-d'œuvre. Mais elle a ouvert ses frontières. Alors, elle, c'est pas Madame Merkel toute seule. C'est notamment les citoyens allemands qui se sont beaucoup mobilisés au départ. Mais le gouvernement a suivi. Le gouvernement a suivi et le gouvernement a favorisé d'abord l'installation sur l'ensemble du territoire allemand et fait une clé de répartition obligatoire entre l'État, les Landes et les collectivités locales. Et en Allemagne, quand un migrant arrive, il y a trois éléments qui sont importants. L'apprentissage de la langue, parce que quand on est allemand, il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui parlent allemand. Alors que nous, on a la chance d'avoir des pays, enfin la chance, je parle des héritages, je ne sais pas si c'est la chance parce que c'est de l'héritage colonial, mais on a de la chance d'avoir des pays assez nombreux, notamment en Afrique, qui parlent le français et qui sont par ailleurs imprégnés de culture française, ce qui normalement devrait faciliter, et même en réalité facilite leur intégration. Donc la langue, le logement, leur mettre un toit sur la tête. Alors, c'est pas forcément dans des hôtels 4 étoiles, mais ils ont un toit, ils vivent pas à la rue. Et le droit au travail. Parce qu'en France, même les demandeurs d'asile n'ont pas le droit au travail avant 6 mois. Et encore, c'est même pas une obligation. Donc, ces 3 éléments qui font que l'Allemagne, entre 2015 et 2016, a accueilli 1 500 000 personnes, essentiellement des Syriens, mais pas que, 1 500 000 personnes, et qu'aujourd'hui, on considère que je crois que c'est 80% de ces 1 500 000 personnes sont parfaitement intégrées dans la société allemande. Parce que les migrants, les exilés, ne coûtent pas cher. Quand on leur donne les moyens de l'accueil, eh bien assez vite, il peut y avoir des moments de prise en charge, le temps que les gens sont formés, mais assez vite, ils sont intégrés dans la société. Et ils rapportent, si vous me permettez cette expression, autant qu'ils coûtent et même plus qu'ils coûtent, parce que notamment les personnes migrantes sont des personnes qui sont plus jeunes que la moyenne de la population, surtout de la population européenne qui est vieillissante, s'intègrent sur le marché du travail, deviennent des consommateurs, et c'est la boucle normale de l'économie qui se met en route. Donc, ce n'est pas vrai que l'accueil coûte cher, sauf si on a vraiment une vision très court-termiste, mais on ne l'a pas pour les Ukrainiens. J'y reviens encore. Les Ukrainiens, on ne s'est pas posé la question de savoir si ça allait coûter cher ou pas cher. On leur a ouvert les portes des préfectures, notamment, et vous savez que les portes des préfectures ne sont pas très facilement ouvertes pour les étrangers. Donc, on leur a ouvert les portes, et ce qui prouve que quand on a la volonté politique d'accueillir, ça peut se passer correctement. Mais ce n'est pas le cas pour la majorité des gens qui vivent dans le pays. Vous savez combien de temps que je parle là? Ça fait déjà 25 minutes. Bon, je pense que j'ai déjà dit suffisamment de choses pour introduire le débat et que je suis prête à prolonger sur d'autres sujets si vous le souhaitez. Mais j'en ai parlé, peut-être. J'ai dit les 4. J'ai peut-être pas dit un numéro à chaque fois. Donc, 1, la définition, 2, l'invasion, 3, la menace, 4, les solutions en les renvoyant chez les autres. Pardon, je regarde sans mes lunettes, donc je ne vois rien. Et 5, l'accueil inconditionnel. Alors, la question... je vais dire 2 mots, l'accueil inconditionnel, on sait très bien ce qu'il en est. Il n'y a pas d'accueil inconditionnel en France. Au contraire, c'est de plus en plus difficile pour les étrangers, et notamment les étrangers qui viennent des pays du Sud, de pouvoir obtenir, ne serait-ce qu'un titre de séjour, un visa, pour venir voir de la famille dans le pays. Et y compris, je me tourne vers Youssef, y compris quand on est en Tunisie, par exemple, en Algérie, au Maroc, c'est de plus en plus difficile de faire venir ses parents, de faire venir, quand on vit régulièrement en France, quand on est installé régulièrement en France. C'est de plus en plus difficile pour un étudiant africain en général, de venir faire ses études en France.
Il y a la question du coût des études, puisqu'ils ont créé un système de frais d'inscription qui est, je n'ai plus le chiffre en tête, mais 4 à 5 fois supérieur pour les étudiants non européens que pour les étudiants européens. Et par ailleurs, il faut avoir le visa. Il faut avoir le visa étudiant. Et c'est de plus en plus difficile dans les pays d'Afrique d'avoir des visas, y compris qu'on a sous-traité ça à des boîtes, lesquelles prennent beaucoup d'argent et ne délivrent pas, n'obtiennent pas toujours les visas. Donc il y a des gens qui payent des sommes faramineuses pour essayer d'avoir des visas. Et le pire dans tout ça, et je terminerai là-dessus, c'est que la France avait la chance d'être le pays du monde qui recevait le plus d'étudiants africains. Je dis bien la chance, parce qu'on dit par certains autres côtés que l'Afrique est le continent de l'avenir. Donc si c'est le continent de l'avenir, former les étudiants de ce continent, c'est une chance. Eh ben, on leur ferme la porte. Moyennant quoi, où vont-ils? Quand tout va bien, ils vont aux États-Unis ou au Canada. Quand ça va moins bien, ils vont au Maroc ou en Turquie. Et là où ils vont de plus en plus, c'est dans les Émirats du Golfe. Bonjour l'avenir. Et on prétend lutter contre le terrorisme. Donc moi je dis vraiment, on marche sur la tête. Et il faudrait vraiment que les hommes politiques, et les femmes d'ailleurs, puis maintenant qu'on a une femme première ministre, il faut faire attention, donc que les hommes et les femmes politiques parlent autrement de cette question, notamment quand ils se disent de gauche. Parce qu'il y a la droite et l'extrême droite qui disent des horreurs, mais à gauche, il y a quand même un silence assourdissant qui fait qu'il y a très très peu de responsables politiques qui osent affronter cette question. Heureusement, il y a un excellent rapport de l'Assemblée nationale qui est sorti il y a quelques mois, que je vous recommande de lire, à condition que vous lisiez le petit bouquin sur les idées fausses, qui amène des solutions intéressantes, qui n'est pas la panacée, mais c'est un rapport qui est assez intéressant sur la situation des migrations dans le monde, et par rapport à la France, aux politiques, politiques en France, en Europe et dans le monde. Voilà comment je pouvais introduire le débat.